Une nuit, après s'être endormi dans sa tente, il s'est réveillé brusquement pour se retrouver debout, seul, à quelques mètres seulement d'un précipice vertigineux. Il y a quelques années, ma mère et moi avons décidé de faire un road trip. Nous avions prévu de visiter différents sites de camping et de randonnée le long de la côte californienne. Au moment de cet incident, nous nous trouvions dans la région de Big Sur. La journée avançait, et nous nous pressions de trouver un endroit où passer la nuit. Pour une raison que je ne me rappelle plus précisément, nous avons fini par emprunter une route de montagne sinueuse qui semblait interminable. Finalement, au sommet, nous avons découvert un site isolé avec des emplacements de camping et même des toilettes. Il n'y avait personne en vue, mais comme le soleil était sur le point de se coucher, nous avons décidé de rester. Nous nous sommes dit que nous pourrions trouver le propriétaire le lendemain matin et le payer à ce moment-là. La nuit tombée, nous étions assis autour du feu depuis quelques heures. Notre emplacement était situé juste à la lisière des arbres. À un moment donné, j'ai entendu un bruissement venant de cette direction. En levant les yeux, j'ai vu deux personnes. L'une marchait devant l'autre, en lui tenant la main, le bras tendu vers l'arrière. Elles étaient toutes deux vêtues de blanc, dans des vêtements parfaitement propres, presque éclatants. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elles regardaient droit devant elles, sans même nous jeter un coup d'œil, comme si nous n'existions pas. Elles ont traversé le clair de notre feu, sortant des bois pour y replonger de l'autre côté, dans une parfaite indifférence. Voici ce qui était étrange, elles n'avaient aucune lampe, étaient pieds nus, ne portaient aucun bagage, et n'étaient pas habillées chaudement malgré la température glaciale d'environ 5 degrés Celsius. Sans parler du terrain accidenté et sombre où elles marchaient sans aucune difficulté. Ce qui m'a le plus troublé, c'était cette sensation viscérale, presque primale, que j'ai ressentie en les voyant. Mon cœur s'est figé, et une peur inexplicable s'est emparée de moi. J'ai demandé à ma mère si elle les avait vus, mais elle m'a répondu non, bien qu'elle regardait dans la même direction que moi. Je suis resté sur mes gardes le reste de la nuit, incapable de trouver le sommeil. Le lendemain matin, ma mère a trouvé le propriétaire du site et l'a payé. Elle lui a aussi raconté ce que j'avais vu. Sa réponse m'a glacé. « Oh, ce sont les marcheurs nocturnes. Les gens les aperçoivent parfois ici. » Quand elle lui a demandé s'il pensait que c'était quelque chose de paranormal, il a répondu d'un ton détaché, « J'en suis presque sûr. » Nous avons quitté cet endroit aussi vite que possible. Depuis, je repense souvent à cette nuit étrange et à ces deux silhouettes silencieuses qui semblaient venues d'un autre monde. C'était quand j'avais environ 14 ans, donc autour de l'année 2002. Mon cousin et moi avions décidé de camper derrière la maison de mes grands-parents, à environ 1 kilomètre dans les bois, dans le nord-est du Texas. Nous avions installé notre petite tente et, pour passer le temps, nous regardions un film sur un lecteur DVD portable. Tout semblait paisible jusqu'à ce que, vers 1 heure du matin, les choses prennent une tournure étrange. Soudain, nous avons entendu des bruits rapides autour de notre tente, comme si quelque chose ou plusieurs choses couraient en cercle tout autour. Puis, ces mêmes choses ont commencé à appuyer sur le toit de la tente avec ce qui ressemblait à des mains. Ce n'était pas viol, comme si elles voulaient détruire la tente, mais c'était suffisant pour nous glacer le sang. On aurait dit qu'elles essayaient simplement de nous effrayer. On a tenté de trouver une explication logique à ce qui se passait, mais rien ne semblait coller. Ces bruits ont duré 1 à 2 minutes. Il n'y avait aucun cri, aucun son animal, mais nous pouvions clairement entendre des pas courir autour de nous. La hauteur à laquelle le toit était enfoncé et la forme des mains nous donnaient l'impression que c'étaient de petits enfants qui jouaient à nous faire peur. Nous étions terrifiés. Paralysés, nous n'avons pas osé émettre le moindre bruit jusqu'à l'aube. Dès que le soleil s'est levé, nous avons rassemblé nos affaires et sommes retournés à la maison en silence. Ce qui rendait cette expérience encore plus étrange, c'était que ce n'était pas un endroit où les gens venaient camper, ni un lieu où des passants auraient eu l'idée de s'aventurer au milieu de la nuit. Ce n'était pas non plus quelque chose qu'un membre de notre famille aurait pu faire pour s'amuser. L'idée que des inconnus aient pu se trouver là, dans cet endroit isolé, à cette heure, rend l'histoire encore plus troublante. Je n'ai jamais trouvé d'explication claire à ce qui s'est passé cette nuit-là.
Le week-end dernier, je campais avec une amie dans une tente, au beau milieu d'une région isolée dans la région des Grands Lacs. La nuit, j'ai été réveillé par un rêve étrange et troublant dans lequel je me disputais avec mon copain, au point de rompre. Je me suis retrouvé dans cet état intermédiaire, à moitié éveillé, à moitié endormi, allongé dans ma tente, quand j'ai entendu des bruits à l'extérieur. Au début, cela ressemblait à des pas dans les bois, mais lointains, presque discrets. Je me disais que ce devaient être des animaux comme ceux que j'avais entendus la nuit précédente. Mais soudain, les choses ont pris une tournure bien plus effrayante. Une voix grave, presque démoniaque, a résonné dans la nuit. Elle prononçait des mots dans une langue que je ne comprenais pas, ni de l'anglais, ni du latin, ni la langue autochtone de cette région. Je connais quelques mots de cette langue, mais ce que j'ai entendu ne ressemblait à rien de familier. Un mot en particulier a attiré mon attention, oser. La façon dont il a été prononcé me glaçait le sang. Juste après, j'ai senti la tente bouger, comme si quelque chose l'avait légèrement poussée. J'étais terrifié, incapable de bouger ou de parler. Mon cœur battait à tout rompre, mais malgré la peur paralysante, je me suis rendormi, peut-être sous l'effet de l'épuisement ou d'un besoin instinctif de me réfugier dans le sommeil. Le matin, j'ai raconté ce qui s'était passé à mon amie. Elle n'avait rien remarqué pendant la nuit, mais mon récit l'a visiblement troublée. Nous avons essayé de comprendre ce que cela pouvait être, mais rien ne semblait cohérent. Le fait que nous étions dans un lieu aussi reculé rendait l'expérience encore plus étrange et inquiétante. La première nuit, j'avais déjà entendu des bruits bizarres, mais je les avais attribués aux animaux sauvages qui peuplent la région. Après la deuxième nuit, je n'étais plus si sûr de cette explication. Mon mari et moi sommes de grands passionnés de sports de plein air, en particulier du camping. Parfois, nous nous aventurons à camper dans des zones interdites, mais nous prenons toujours grand soin de l'endroit où nous séjournons, nettoyant scrupuleusement derrière nous. C'était justement l'une de ces fois où nous avions choisi une zone interdite pour camper, un lieu que nous appelons désormais la forêt des fées. Cette forêt appartient à une famille qui a fait un travail incroyable pour la décorer. Partout, parmi les feuilles mortes de l'automne, sur les branches et les rochers, on trouvait des figurines de fées, d'elfes et d'anges. Des attrape-rêves et d'autres objets artisanaux, probablement fabriqués par des enfants, étaient suspendus ici et là. Il y avait aussi de petites tables et des chaises miniatures, conçues pour les fées, ainsi que des panneaux d'information sur ces créatures magiques. On avait l'impression d'être entré dans un véritable conte de fées. Malheureusement, il y avait un problème. Certains imbéciles avaient jeté des objets et abîmé certaines décorations. Mon mari et moi avons donc passé un moment à redresser ce qui était tombé et à réparer ce que nous pouvions au fil de notre promenade. Une fois cela fait, nous avons monté notre tente, préparé notre repas, savouré quelques boissons et simplement profité de la tranquillité avant d'aller nous coucher. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut. 3 ou 4 petites lumières flottaient au-dessus de moi. Je n'avais pas peur, juste une immense surprise. Je me suis retenu d'ouvrir les yeux davantage, de peur que les lumières ne disparaissent. Je voulais prolonger ce moment autant que possible, mais peu à peu, je me suis rendormi. C'est la lumière du matin filtrant à travers notre tente qui nous a réveillés. Pendant que nous prenions notre café, j'ai raconté à mon mari ce que j'avais vu. Calmement, il m'a répondu, « Moi aussi, je les ai vus. » Cette révélation nous a entraînés dans une discussion passionnée pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Non, ce n'était pas notre lampe de camping qui aurait pu dysfonctionner, car les lumières bougeaient de manière fluide, presque comme si elles nageaient dans l'air. Non, ce n'étaient pas des gens avec des lampes de poche, car nous n'avons entendu aucun bruit de pas, et la source des lumières provenait directement de notre tente, juste au-dessus de nous. Ces lumières ressemblaient à des sphères ou des orbes, pas à des faisceaux lumineux. Non, ce n'étaient pas des lumières d'avion ni des lampadaires, car encore une fois, ces lumières semblaient vivantes, en mouvement constant. Nous en sommes venus à croire que c'étaient des fées, peut-être venus nous remercier pour avoir réparé et nettoyé leur forêt. Depuis cette nuit, nous retournons parfois dans cette forêt pour y boire un café et retrouver cette atmosphère particulière, mais nous n'y avons plus campé. Chaque fois que je retourne là-bas, je ressens une paix indescriptible.
Cette forêt semble balayer mes soucis et m'insuffler un sentiment profond de sérénité, comme si elle me murmurait « Tout ira bien ». C'est un lieu d'une beauté rare, presque irréelle. Nous étions partis camper avec mes camarades de classe, une activité liée à nos études en tourisme, où le camping était pratiquement incontournable. Le campement avait été installé près d'une rivière, non loin de la frontière avec un pays voisin. Par un concours de circonstances, j'étais la seule à dormir seule dans ma tente. Cela ne me dérangeait pas, car je n'avais pas à déranger quelqu'un si je devais sortir pour aller aux toilettes. Ce matin-là, vers 5 heures, je me suis réveillé avec une envie pressante. Il faisait un froid glacial dehors, mais je ne pouvais pas attendre. J'ai attrapé ma lampe de poche, enfilé ma veste et me suis dirigé vers les toilettes. Elles étaient situées à environ 100 mètres du campement. La nuit était complètement noire, le ciel était couvert et, au milieu des montagnes, les arbres rendaient l'obscurité encore plus oppressante. J'ai atteint les toilettes et fait ce que j'avais à faire. Le vent soufflait légèrement, et quelques oiseaux nocturnes chantaient au loin. Je commençais à me préparer pour retourner au camp lorsque, soudain, tout s'est arrêté. Le vent s'est calmé, les oiseaux ont cessé de chanter. Un silence lourd s'est installé, troublé uniquement par le bruit de la rivière. Une sensation étrange m'a envahi, comme si quelque chose m'observait depuis les buissons. Je ne pouvais pas dire ce que c'était, mais cette impression était oppressante. Dans mon pays, les seuls prédateurs potentiellement dangereux sont les pumas, mais ils n'attaquent presque jamais les humains. Malgré tout, cette idée me trottait dans la tête. J'ai alors balayé les alentours avec ma lampe de poche, espérant apercevoir quelque chose, mais rien ne bougeait. Tout semblait normal. Je me suis donc décidé à repartir vers le camp. Mais à peine avais-je fait quelques pas que les buissons derrière moi se sont mis à bouger. Mon cœur s'est emballé. Je n'ai pas cherché à comprendre et j'ai couru aussi vite que possible. Une fois arrivé au campement, je suis resté dehors, la lampe de poche à la main, surveillant le chemin menant aux toilettes, au cas où quelque chose suivrait. Pourtant, peu à peu, tout est redevenu normal. Le vent s'est calmé et les oiseaux ont repris leur chant. L'atmosphère pesante avait disparu, comme si rien ne s'était passé. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui m'a suivi dans les buissons cette nuit-là. Était-ce un animal curieux? Une simple branche secouée par le vent? Quoi que ce soit, cette expérience m'a laissé un drôle de sentiment, et je suis bien contente d'être retournée saine et sauve au camp. Il y a de nombreuses années, je suis parti camper avec ma nouvelle copine dans la région d'Auger, en Californie. Nous avions marché un peu pour nous éloigner des sentiers battus et trouver un bel endroit pour installer notre campement. Après avoir allumé un petit feu et mangé, nous sommes allés nous coucher dans la tente, épuisés mais contents. Je me suis réveillé brusquement en pleine nuit, environ 3 heures plus tard. Tout était silencieux autour de nous, le genre de silence total qui ne se trouve que dans la forêt. Alors que je restais allongé, à l'écoute, j'ai commencé à entendre quelque chose, des bruits de pas, légers mais distincts, et de toute évidence, bipèdes. Ils semblaient se rapprocher lentement de la tente, devenant de plus en plus audibles. Mon cœur battait à tout rompre tandis que les bruits se transformaient en pas lourds qui contournaient la tente. Finalement, ils se sont arrêtés juste devant l'ouverture zippée de notre tente. J'étais figé. Je pensais que ma copine dormait toujours dans notre sac de couchage double, mais à cet instant précis, j'ai senti sa main saisir lentement mon bras. Je me suis penché pour murmurer à son oreille, « J'ai mon couteau. Je vais ouvrir la tente. Prends la lampe de poche et éclaire par-dessus mon épaule. » Elle a acquiescé doucement, et je me suis préparé. Je comptais jusqu'à 3. Puis, en un mouvement rapide, je me suis redressé, j'ai dézippé la tente, et elle a braqué la lumière dans la nuit. Rien. Il n'y avait rien devant nous, seulement les ombres projetées par notre lampe qui dansaient entre les arbres. Pourtant, j'étais sûr d'avoir vu une silhouette sombre et massive s'évanouir silencieusement vers la lisière des bois. C'était terrifiant, mais je devais rester calme pour elle. L'idée de tout ranger en pleine nuit et de marcher 1 kilomètre jusqu'à la route était inimaginable, alors nous sommes restés allongés, silencieux, les cœurs battant à toute allure, jusqu'aux premières lueurs du jour.
Dès que le soleil a commencé à se lever, nous avons plié le campement en un temps record et avons pris le sentier pour repartir. Environ à mi-chemin, quelque chose nous a glacé le sang. 3 énormes rochers étaient alignés au milieu du sentier, des pierres si grandes qu'il aurait été impossible à une seule personne de les transporter jusque-là. Nous étions certains qu'ils n'étaient pas là la veille. Si un groupe avait essayé de les rouler jusqu'à cet endroit, nous aurions forcément entendu le bruit. Cette découverte nous a laissés déconcertés et profondément mal à l'aise. Aucun de nous ne savait quoi dire, alors nous avons continué à marcher en silence jusqu'à atteindre la route. Après cet épisode, nous n'avons quasiment jamais reparlé de cette nuit. Elle nous avait laissés avec un sentiment d'incompréhension et une étrange peur que nous ne pouvions expliquer. Un jour, nous sommes partis camper près de McCloud, en Californie, dans la vallée de Squaw. J'étais avec mon ex, et cette nuit-là, nous avons tous les deux fait même rêve exactement identique dans les moindres détails. Dans ce rêve, 8 créatures vêtues de capes noires entouraient notre voiture. Elles restaient immobiles, formant un cercle autour de nous, et l'une d'elles a posé ses 2 mains sur la vitre arrière de notre voiture pour nous observer. Ce qui rend ce rêve encore plus étrange, c'est à quel point il semblait réaliste. Tout y était, l'heure, très tôt, vers 5 ou 6 heures du matin, notre perspective visuelle pour chaque scène, la description des entités et, surtout, le sentiment que nous avions. Ce n'était pas exactement de la peur, mais une conscience aiguë de la puissance de ces êtres. Nous étions sur nos gardes, un peu sur le qui-vive, mais sans être complètement terrifiés. Le lendemain matin, en partageant nos expériences, nous avons été stupéfaits de découvrir que nos rêves correspondaient parfaitement, comme si nous avions vécu la même chose simultanément. Intrigués, nous avons commencé à faire des recherches, et nous avons trouvé des références aux gardiens de la forêt. Ces êtres pourraient, semble-t-il, veiller sur les bois et avertir les intrus de ne pas perturber leur territoire. Ce qui nous a encore plus troublés, c'est qu'en explorant les environs, nous avons découvert des seringues usagées dans la zone. Cela nous a paru extrêmement bizarre, car cet endroit était très isolé, et nous pensions qu'il était presque inconnu de quiconque. Depuis, je garde une fascination pour cette région. Elle est imprégnée d'une énergie unique et semble être un véritable point chaud pour le surnaturel. Il y a quelques années, un ami et moi avions décidé de camper sur une petite île au milieu d'un lac, dans une région rurale isolée. La seule façon d'accéder à cette île était de traverser un vieux pont de voitures délabré, à moitié submergé dans l'eau. Nous avions déjà campé là plusieurs fois auparavant, donc tout nous semblait familier. Comme d'habitude, nous avons monté notre tente et allumé un feu rapidement avant la tombée de la nuit. La soirée avançait, il devait être autour de 23 heures ou minuit. Nous étions assis autour du feu, dégustant un repas que nous avions préparé, lorsque nous avons tous les deux aperçu quelque chose d'étrange à une vingtaine de mètres de notre campement. Cela nous a figés, stoppant net notre conversation. 2 lumières blanches, côte à côte, flottaient dans l'obscurité, montant et descendant doucement. Ces lumières ne ressemblaient pas à des faisceaux de lampes de poche, mais plutôt à des orbes lumineuses. Nous nous sommes levés d'un bond, le cœur battant, et avons commencé à crier « Qui est là ?» Mais il n'y avait aucune réponse. Ce silence nous rendait extrêmement nerveux. Si c'était une personne, pourquoi ne répondait-elle pas? Alors que nous continuions à appeler, les lumières ont commencé à bouger, longeant tout le bord de notre campement en silence, avant de se diriger vers la lisière de la forêt. Ce qui nous troublait le plus, c'était la façon dont elles se déplaçaient, elles glissaient dans l'air, sans trembler ni vaciller, comme le ferait une lampe tenue par une main humaine. Puis, de façon encore plus déconcertante, les lumières ont traversé l'eau sans s'arrêter ni changer de direction, avant de grimper une colline escarpée. Elles n'ont montré aucun signe de pause ou d'hésitation, et elles se sont éloignées jusqu'à disparaître complètement. À ce moment-là, nous avons pris une décision rapide. Nous avons immédiatement démonté notre tente, rassemblé nos affaires en vitesse, et quitté l'île aussi rapidement que possible. Cet événement nous avait sérieusement effrayés, et aucun de nous ne voulait rester une minute de plus sur place. Encore aujourd'hui, nous n'avons aucune idée de ce que c'était. Était-ce quelque chose de naturel, ou quelque chose que nous ne pourrons jamais expliquer?
Quoi qu'il en soit, cette expérience reste gravée dans ma mémoire comme l'une des plus étranges et des plus troublantes de ma vie. J'ai été un campeur passionné pendant toute ma vie. Enfant, j'ai même vécu près de 2 ans dans la nature sauvage du Wyoming, dans une maison située dans une réserve naturelle. L'électricité venait d'un générateur, et mes frères et sœurs et moi transportions de l'eau depuis le ruisseau, que nous faisions bouillir pour la rendre potable. Cela faisait partie de notre quotidien avant même que j'aie 10 ans. En cas d'urgence, il fallait 1 heure minimum pour obtenir de l'aide. J'ai chassé du gibier dangereux, je n'en suis pas particulièrement fier, mais ça fait partie de mon histoire, et vu des choses étranges dans le désert. Autant dire que je ne suis pas facilement effrayé par la nature. Mais quand je vous dis que je ne mettrai jamais les pieds seul dans les forêts de la chaîne des Cascades, il faut comprendre que ce n'est pas une décision prise à la légère. J'avais 23 ans lorsqu'un ami, appelons-le Darren, m'a proposé une sortie camping. Le site était situé à quelques kilomètres sur une vieille route forestière déjà bien isolée et nécessitait environ 1 heure de marche depuis la route principale. Une fois sur place, il fallait emprunter un sentier d'environ 10 minutes pour atteindre un petit lac isolé. Nous étions 3, Darren, son ami Wade, et moi. Dès notre arrivée, j'étais ravi. Le lac était magnifique, presque intact. Cela me rassurait aussi de voir que quelqu'un avait campé là récemment. Il y avait du bois supplémentaire près du foyer. Après un repas simple de chili et de hot dog, Darren et Wade ont déterré un seau scellé qu'ils avaient enterré l'année précédente. Il contenait des rations de survie. Tout semblait prometteur pour un des meilleurs séjours de camping de ma vie adulte. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Pour la première fois, je me sentais mal à l'aise dans ma tente. Une sensation d'insécurité que je n'arrivais pas à expliquer. Je l'ai attribuée à l'absence de mon père, avec qui j'avais l'habitude de camper. Darren avait un revolver .38 pour se protéger des prédateurs, mais c'était la seule arme sur place. Le lendemain, la pluie s'est mise de la partie, et nous avons plié bagages plus tôt que prévu. 1 an plus tard, Darren et moi avons décidé de retourner sur ce site. Cette fois, nous avons convaincu 4 autres amis de se joindre à nous, ainsi qu'un berger allemand blanc nommé Moogie. Nous étions maintenant 6, moi, Darren, Wade, James, Charles et Rita, la petite amie de James. Cette fois, j'ai pris un fusil de chasse et James a apporté un fusil à lunettes .308 et un pistolet. Avec une quantité impressionnante d'eau, de provisions, et un quad pour tout transporter, nous étions bien équipés. Le premier jour, alors que nous installions notre campement, nous avons entendu de la musique provenant d'un haut-parleur au sud du lac, près de la route forestière. James et moi avons décidé d'aller voir. Avec nos armes en main, nous avons trouvé un policier en train de pêcher. Il était plutôt cool malgré notre arrivée armée. Mais très vite, les choses ont pris une tournure étrange. Ce policier insistait beaucoup pour savoir précisément où nous étions installés. Il nous a suggéré un autre site, à 2 kilomètres plus loin, qu'il semblait vouloir nous forcer à choisir. Darren est arrivé et a assuré que les propriétaires de la terre nous avaient donné leur bénédiction des années auparavant. Le policier était visiblement contrarié, mais nous sommes restés sur notre site. L'échange nous a tous laissés méfiants. Tout semblait normal jusqu'à la tombée de la nuit. Le premier incident s'est produit lorsque nous avons entendu un gros bruit d'éclaboussure sur l'autre rive du lac. Nous avons supposé que notre embarcation gonflable avait bougé, mais Moogie, qui était calme jusque-là, s'est immédiatement tendu. Peu de temps après, nous avons entendu un hibou commencer à ululer. Mais quelque chose n'allait pas. Les sons étaient légèrement faux, comme si quelqu'un imitait un hibou. James a plaisanté en disant que cela ressemblait presque à un humain. Quand j'ai imité le cri de l'hibou, le bruit s'est arrêté net. Quelques instants plus tard, un autre hibou a répondu, mais cette fois, il sonnait plus naturel, et le premier s'est tu. Puis, un bruit sourd retentit, semblable à un arbre qui s'effondre. Moogie devint incontrôlable, aboyant et grognant furieusement. J'étais pétrifié. J'ai crié, « Qui que vous soyez, partez. Nous sommes armés. » Mais il n'y eut aucune réponse, juste un silence inquiétant pour le reste de la nuit. Le matin, nous avons décidé d'explorer la zone où nous avions entendu les bruits.
Sur la rive du lac, nous avons découvert une empreinte humaine étrange dans la boue. Elle était beaucoup plus petite que la mienne, mais là où aurait dû se trouver le petit orteil, il y avait une deuxième grosse orteil. Aucun autre signe d'activité récente, mais l'atmosphère restait oppressante. Cette nuit-là, Charles, qui souffre de terreur nocturne, a soudain crié qu'il voyait quelqu'un près de ma tente. Tout le monde s'est précipité, mais il s'agissait simplement d'une souche d'arbre mal éclairée. Pourtant, plus tard, alors que je montais la garde, j'ai vu quelque chose d'incroyable, une silhouette sombre, semblable à un cerf, mais qui s'est levé sur ses pattes arrière et s'est enfui dans les bois. Terrifié, j'ai vidé mon fusil en sa direction. Tout le camp s'est réveillé, mais nous n'avons trouvé aucune trace de la créature. Le lendemain, Darren et Wade ont voulu enterrer leur cache, mais leur point de repère, une souche, avait complètement disparu. Il n'y avait aucun signe qu'elle ait été déracinée ou déplacée. Ce fut la goutte d'eau, nous avons décidé de tout prendre et de quitter définitivement ce site. Depuis, je refuse de retourner seul dans les forêts des Cascades, et je ne m'y-aventure jamais sans être armé et accompagné. Cette histoire m'a été racontée par l'un de mes amis les plus proches. Il me l'a confiée le matin suivant, assis dans sa cuisine, visiblement bouleversé et effrayé. Cela m'a profondément marqué, car cet ami est l'une des personnes les plus courageuses et calmes que je connaisse. Pour vous donner une idée de son tempérament, voici une anecdote. Une nuit, alors qu'il dormait à l'arrière de son pick-up dans une région très isolée du désert du sud-est de l'Idaho, il s'est réveillé avec la sensation d'être observé. En ouvrant les yeux, il a vu un visage gris et poilu, semblable à celui d'un homme, penché au-dessus de la ridelle du camion, en train de le regarder dormir. Surpris, il s'est redressé, effrayant la créature, qu'il a vue s'enfuir à travers les broussailles et les rochers à la lumière de la lune. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait fait après ça, il m'a simplement répondu « Je me suis rendormi, j'étais fatigué ». Voilà le genre de personne qu'il est. Pas facilement impressionnable. Alors, le voir ce matin-là, tremblant et choqué, m'a profondément troublé. Voici ce qui s'est passé. Mon ami et moi venions de nous installer à Portland, Oregon, après nos études. Un jour, il m'a demandé s'il pouvait emprunter mon .357 Magnum pour une chasse à l'arc qu'il prévoyait le week-end suivant. Il ne pensait pas en avoir besoin, mais il voulait se prémunir contre les nombreux ours dans la région où il allait chasser. Il est arrivé sur le site de chasse, un endroit profondément enfoui dans les bois, à la fin d'un chemin forestier. C'était le crépuscule. Voulant être prêt pour le lendemain matin, il a enfourché son VTT et roulé dans la nuit jusqu'à l'endroit où il avait installé son Mirador, pour répandre un peu d'urine de biche en chaleur et vérifier que ses lignes de tir étaient dégagées. Alors qu'il était accroupi, versant l'urine sur un buisson, il a senti une présence derrière lui. Il s'est levé d'un bond et a saisi la seule lumière qu'il avait sur lui, une petite lampe LED accrochée à son porte-clés. En pressant le bouton, il a vu une paire d'yeux, grands et brillants, à environ 1 mètre du sol. Pensant que c'était un ours ou un cerf, confus par son odeur et sa posture, il s'est redressé et a claqué des mains en disant fermement « Allez, oust !» Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les yeux ont commencé à monter, lentement, jusqu'à atteindre plus de 3 mètres de haut. Puis, la créature a fait un pas vers lui. La peur l'a envahi, une peur viscérale. Il a immédiatement dégainé le .357 de son étui. Tenant le revolver d'une main et la petite lampe LED de l'autre, il a reculé. À chaque pas qu'il faisait, les yeux avançaient, restant toujours juste hors de portée de la lumière. Il s'est finalement retrouvé dos à un arbre, bloqué, la créature l'observant à une dizaine de mètres. Les yeux se balançaient de gauche à droite, montant et descendant légèrement, comme si quelque chose d'énorme l'étudiait. Il ne pouvait pas voir le corps de l'animal, mais il sentait sa taille imposante dans la manière dont il bougeait, les bruits de feuilles écrasées sous ses pas, les grandes inspirations et expirations qui semblaient remplir l'air, et surtout, la hauteur impressionnante des yeux. Après ce qui lui a semblé une éternité, les yeux ont disparu dans l'obscurité. Mais il pouvait encore entendre la créature tourner autour de lui. Plus d'1 heure plus tard, il a décidé que c'était le moment de partir. Il a commencé à marcher vers son vélo, mais à sa grande horreur,
il a entendu l'animal le suivre dans les buissons. Trop effrayé pour monter sur son vélo et risquer de ne pas entendre la créature approcher, il a décidé de le pousser jusqu'à son camion. Le trajet a duré 4 heures interminables. Chaque fois qu'il entendait la créature s'approcher trop près, il s'arrêtait. Et à chaque arrêt, elle commençait à tourner autour de lui, brisant des branches, écrasant des feuilles, et disparaissant dans le noir avant de recommencer. Finalement, à l'aube, il a atteint son camion. Dans un élan d'adrénaline, il a jeté son vélo à l'arrière, démarré et quitté la montagne à toute vitesse. Ce n'est qu'après plusieurs kilomètres que le sentiment oppressant de terreur a commencé à s'estomper. Mais à mesure que l'adrénaline diminuait, il s'est mis à trembler, à tel point qu'il a à peine réussi à garder son camion sur la route jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison. C'est là que je l'ai trouvé, assis sur une chaise de cuisine, encore secoué, incapable de penser à autre chose. Quand il m'a raconté ce qui s'était passé, j'ai proposé de l'accompagner pour récupérer son matériel de camping et son Mirador. Il a refusé catégoriquement. Il a préféré tout laisser derrière lui plutôt que de retourner dans cette région. Aujourd'hui encore, il chasse et pêche comme avant, mais il évite avec passion cet endroit, et même toute la région. Quand j'avais 14 ans, je suis parti camper pendant l'été avec les éclaireuses. Nous n'avions pas voyagé très loin, juste à quelques kilomètres d'un lieu que nous avions déjà visité plusieurs fois pour des soirées de jeux. Chaque année, notre groupe d'éclaireuses fusionnait avec 2 autres groupes de la région pour un grand campement de 5 jours. L'endroit où nous campions était entouré de rumeurs. On racontait que le manoir, situé sur la propriété, était hanté. Selon la légende, le fantôme n'apparaîtrait qu'aux membres de la famille qui y vivaient. Nous étions installés sur le domaine, près des bois, bien éloignés du manoir principal. Je connaissais déjà assez bien les lieux, ce qui me plaisait beaucoup. Je partageais ma tente avec des filles plus jeunes, âgées de 10 à 13 ans, car je n'avais pas ma propre tente comme les filles plus âgées. La première journée et la première nuit se déroulèrent sans problème. Nous avons construit une structure pour grimper, allumer des bougies dans l'obscurité et jouer à un jeu où nous faisions semblant d'avoir atterri sur une planète extraterrestre. Une activité un peu bête, mais très amusante, qui aura son importance plus tard. Le lendemain matin, une autre fille et moi nous sommes levés tôt. Notre groupe était chargé de ramasser du bois pour le petit déjeuner, alors nous nous sommes aventurés dans les bois. En chemin, nous plaisantions tout en ramassant des branches mortes. Nous avons fini par atteindre le parcours d'obstacles, qui était censé être interdit. Mais nous n'avons pas pu résister à la tentation d'y jouer un moment. Après cela, nous avons ramassé le bois et commencé à revenir au camp. Pourtant, quelque chose dans les bois me semblait étrange. C'était comme si l'endroit avait changé. Il paraissait différent. Plus ordonné, moins sauvage, mais tout était légèrement flou, presque granuleux. Pourtant, il n'y avait aucune brume. En plaisantant, j'ai décidé de faire peur à la fille qui m'accompagnait, juste pour m'amuser. Elle a paniqué, crié, et s'est enfuie en me laissant seul. Cela ne m'a pas dérangé, je continuais à marcher tranquillement. C'est à ce moment que j'ai remarqué du mouvement sur ma gauche, puis plus loin devant moi. Alors que j'approchais de la sortie des bois, j'ai vu, du coin de l'œil, un homme. Il portait un t-shirt blanc et une casquette et tenait un objet long, peut-être un fusil de chasse. Mais quand j'ai regardé à nouveau, il n'y avait personne. Cela ne m'a pas perturbé. J'ai déjà vécu des choses étranges, et j'ai simplement haussé les épaules avant de continuer. Une fois sorti des bois, tout semblait redevenu normal. Je n'en ai parlé à personne et ai profité du reste du camp. Nous avons joué, chanté et passé de bons moments. Mais le surlendemain, alors que nous jouions à notre jeu de planète extraterrestre, les choses ont pris une autre tournure. Chaque équipe devait construire un abri, allumer un feu pour cuisiner et voler de la nourriture au camp principal sans se faire attraper. À un moment donné, j'ai laissé mon équipe dans les bois pour aller chercher mon couteau suisse dans la tente. À mon arrivée, les filles avec qui je partageais la tente pleuraient, terrifiées. Il m'a fallu un moment pour leur faire raconter ce qui s'était passé. Elles expliquaient qu'un homme portant un t-shirt blanc et une casquette était apparu devant elles, puis avait disparu, exactement là où je l'avais vu 2 jours plus tôt.
Je les ai rassurées en leur disant que tout allait bien, qu'ils ne pouvaient pas leur faire de mal. Finalement, elles sont retournées dans les bois, mais elles restaient profondément secouées. Les autres chefs m'ont accusé d'avoir raconté une histoire effrayante aux filles, mais je n'avais parlé de cet homme à personne. La dernière nuit, après le feu de camp, nous avons couru à travers les bois plongés dans l'obscurité pour revenir au camp, laissant l'un des adultes seul pour éteindre le feu. Elle avait une lampe, donc ce n'était pas un problème, mais j'ai appris une semaine plus tard qu'elle avait été terrifiée sur le chemin du retour. Depuis, elle refuse de camper dans ce lieu et ne nous a jamais dit ce qu'elle avait vu. Le dernier jour, alors que nous finissions de ranger, je me suis ennuyé. Avec 2 autres filles, je suis retourné dans les bois, curieuse et prête à chercher des signes de l'inexplicable. Nous avancions sur un sentier quand j'ai soudain entendu des bruits de pas sur les feuilles mortes, juste devant nous. Pourtant, il n'y avait personne. Nous avons suivi ces bruits jusqu'à une clairière à la lisière des bois, où ils se sont arrêtés. Je me suis assise sur l'herbe, tandis que les 2 autres filles, effrayées, restaient en retrait. Je me suis amusé à dire, s'il y a quelqu'un ici, donnez-moi un signe. Aussitôt, une brume blanche est apparue, enveloppant les arbres. Derrière elle, des formes bougeaient, indistinctes mais bien présentes. Les 2 filles ont crié et se sont enfuies. Moi, je suis resté 1 minute, fasciné. Avant de partir, j'ai simplement murmuré « merci ». À cet instant, la brume a disparu, comme soufflée par un vent qui n'existait pas. C'était la dernière chose étrange de ce camp. Depuis, je suis retourné plusieurs fois sur ce site, mais tout semblait normal. Quelques années plus tard, j'ai appris que j'étais en réalité lié à la famille propriétaire de la maison et du domaine. Depuis, je me demande si ces événements n'étaient pas liés à ma présence. J'ai vécu une expérience paranormale lorsque je campais avec des amis à Okanagan Falls, en Colombie-Britannique, au Canada. Nous avions organisé ce camping pour célébrer mon 13e anniversaire, et après une baignade dans le lac, les filles et moi étions en train de retourner vers notre campement. Sur le chemin, nous longions une rivière avec un barrage assez imposant. Malheureusement, ce barrage était tristement célèbre. Quelques années auparavant, 2 frères s'y étaient noyés, incapables d'échapper aux turbines. Cette histoire avait fait les gros titres dans notre région, puisque ma ville natale n'était qu'à une 40aine de minutes de là. Des panneaux avec des crânes et des os croisés, ainsi que de grandes inscriptions indiquant danger, marquaient clairement la zone autour du barrage. Nous étions à quelques centaines de mètres en aval, près de notre campement, lorsque j'ai vu quelque chose qui m'a stoppé net. Au-dessus de l'eau, une figure blanche et incroyablement lumineuse se dessinait. C'était un garçon, rondouillet, qui semblait avoir environ 10 ou 12 ans. Il marchait lentement sur la surface de l'eau, comme si elle était solide. J'ai immédiatement dit à mes amis de regarder. L'une d'elles l'a vu et s'est exclamée qu'elle le voyait aussi, tandis que l'autre, terrifiée, s'est caché le visage, trop effrayée pour regarder. Nous sommes restés figés, à observer ce garçon spectral pendant quelques minutes. Il avançait lentement sur environ 10 mètres le long de la rivière, avant de disparaître doucement, comme s'il se fondait dans l'air. C'était une vision si nette, si claire, que je n'ai jamais pu l'oublier. Cet événement reste, encore aujourd'hui, l'expérience surnaturelle la plus incroyable de ma vie. Quand j'avais 16 ans, j'étais scout. Lors d'un camp d'hiver, nous logions dans une cabane en rondin. Un soir, quelques garçons plus âgés et moi avons décidé d'attendre la tombée de la nuit pour partir dans les bois, à environ 1 kilomètre de la cabane. Nous cherchions un endroit tranquille pour fumer. Nous nous sommes installés en cercle dans une zone dense en arbres. Les grands troncs noirs se dressaient tout autour de nous, comme des géants sombres, grinçant sous le vent froid de l'hiver. Alors que nous étions en train de nous allumer nos cigarettes et joints, j'ai commencé à ressentir cette sensation étrange, comme si quelqu'un nous observait. Prenant ma lampe de poche, j'ai balayé les arbres environnants, les faisceaux lumineux glissant sur les troncs sombres. Et puis, ma lumière s'est fixée sur quelque chose. Appuyé contre un arbre, il y avait un homme. C'était un homme plus âgé, à la peau incroyablement pâle, presque blafarde.
Il avait une longue barbe blanche et portait un regard vide mais intense. C'était quelqu'un que nous ne connaissions pas, et il n'aurait pas dû se trouver là, en plein milieu de cette forêt reculée, dans une obscurité totale. Il n'a montré aucune réaction, ni à notre présence ni à la lumière de ma lampe. Il est simplement resté immobile, nous observant d'un regard fixe et presque glacé. Les 4 autres gars qui étaient avec moi l'ont vu aussi, y compris mon frère. Nous en avons reparlé récemment, et il s'en souvient aussi clairement que moi. Pétrifiés, nous avons rapidement rassemblé nos affaires et sommes retournés à la cabane sans demander notre reste. Rien d'étrange ne s'est produit après cela, mais l'image de cet homme debout dans l'obscurité me reste encore en tête. Je me demande parfois ce qu'il faisait là. Pourquoi se tenait-il, immobile, à fixer un groupe d'adolescents dans le noir avec une telle intensité? Était-il simplement un esprit perdu, confus, errant dans la forêt? Ou bien était-ce quelque chose de beaucoup plus inquiétant, comme un prédateur humain? Je ne saurai probablement jamais la vérité, mais ce souvenir reste l'une des expériences les plus troublantes de ma vie. Il y a environ 2 ans, lors d'un voyage scolaire, j'avais 15 ou 16 ans. Nous étions logés dans une sorte de complexe en pleine nature, entouré de forêts. À part le personnel de la résidence et celui de la petite boutique voisine, il n'y avait personne dans les environs, hormis les groupes d'élèves en camping. L'endroit était tellement reculé que la boutique la plus proche se trouvait à 20 minutes à pied, à travers la forêt. Nous étions là pour 8 jours, et au bout d'un moment, la tentation de nous procurer de l'alcool a été trop forte. Pendant la journée, impossible de le faire, les profs fouillaient tous les sacs à chaque retour de la boutique et confisquaient tout ce qui ressemblait à de l'alcool. Ils se le buvaient eux-mêmes, les enfoirés. Bref, on a décidé que mon pote Steve et moi irions acheter des bouteilles en pleine nuit. À 3 heures du matin, tout était calme, les profs probablement endormis dans leur chambre. Steve et moi avons discrètement quitté le camp. Le chemin, que nous connaissions déjà en plein jour, semblait étrangement étranger dans l'obscurité. Nous avions décidé au départ de ne pas utiliser de lampe de poche pour ne pas attirer l'attention, mais il faisait tellement noir qu'on a dû s'y résoudre avant même d'atteindre la forêt. Nous avons trouvé l'ouverture dans la clôture métallique qui séparait le camp de la forêt, l'avons déliée comme on nous l'avait montré, et nous sommes entrés. Si vous avez déjà été dans une forêt en pleine nuit, vous savez à quel point c'est terrifiant. La lumière du téléphone n'éclaire qu'à quelques mètres, laissant le reste plongé dans une obscurité totale. Chaque bruit, le craquement des branches, les bruissements des feuilles semblent tout près, sans que vous puissiez voir d'où il vient. Nous avons marché pendant ce qui semblait une éternité, discutant de tout et de rien, surtout des filles du camp. Finalement, nous sommes arrivés à la clôture en bois entourant la boutique. Elle était fermée et abandonnée, ce qu'on aurait dû prévoir. Idiots que nous étions, nous n'avions même pas pensé à vérifier si elle serait ouverte la nuit. Assis là, nous avons réfléchi à un plan B, plus pour rassembler notre courage que pour trouver une vraie solution. Les bruits de la forêt semblaient s'intensifier autour de nous, mais on s'était habitué. Nous avons décidé de revenir au camp, convaincus que nous reviendrions le lendemain pour cacher les bouteilles dans la forêt avant de les récupérer la nuit suivante. Alors que nous marchions, nous avons entendu un bruit derrière nous. Un craquement, suivi d'un pité-paté rapide sur le chemin. On aurait dit un chien sauvage qui sortait des buissons. Je me suis figé, complètement terrifié. Dans la lumière vacillante de notre lampe, nous avons vu une silhouette au milieu du chemin. Elle était petite, à hauteur de taille, avec des membres courts et trapus. Elle ressemblait à un nain tout droit sorti d'un conte de fées, mais il n'y avait rien de rassurant dans son apparence. Pendant une brève seconde, j'ai cru voir un objet dans sa main, peut-être une arme. Il ne faisait aucun bruit, il nous fixait simplement. Steve a pris la fuite avant moi. C'est alors que la créature a commencé à courir vers moi, ses petits pas rapides et déterminés. Cette scène me hante encore, la manière dont elle est passée d'immobile à une course effrénée en une fraction de seconde. Je me suis retourné et j'ai sprinté, dépassant même Steve dans ma panique. Nous avons couru à travers la forêt sans nous arrêter, ignorant les buissons épineux qui nous ralentissaient. Après ce qui semblait être 5 minutes interminables, nous avons débouché sur le rivage. À gauche, il y avait la plage. À droite,
des rochers bloquaient notre chemin vers le camp. Je regardais derrière nous, cherchant la silhouette de la créature, mais elle n'était pas visible. Steve et moi avons rapidement discuté de ce qu'il fallait faire, combattre cette chose, peut-être, ou courir dans l'eau pour tenter de la noyer si elle nous suivait. Mais si nous restions, nous risquions de geler de peur, et si nous allions dans l'eau, nous pouvions nous noyer. Steve a proposé de grimper les rochers, et c'est ce que nous avons fait. Une fois au sommet, nous avons attendu, essayant de réfléchir. Et c'est alors que nous avons entendu à nouveau ce bruit caractéristique de pas rapides sur le sable. La chose avait quitté la forêt et savait exactement où nous étions. Nous avons recommencé à courir, cette fois sur les rochers glissants, criant comme des fous. Finalement, nous sommes revenus au camp, avons réintégré notre chambre en douce et verrouillé la porte. Steve est resté sur le balcon pour surveiller, tandis que je racontais l'histoire aux autres. Rien ne s'est passé après cette nuit, mais cette rencontre reste gravée dans ma mémoire. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais je sais que je ne veux jamais le revoir. Quand j'étais un gamin un peu stupide, entre 13 et 16 ans, je développais une fascination pour la chasse, bien que je ne vienne pas d'une famille de chasseurs. Je me suis procuré ma première carabine à air comprimé et j'ai décidé de partir dans les bois pour voir ce que je pourrais trouver. Je me souviens avoir atteint une partie des bois où se trouvait un marécage et les restes d'une vieille ferme. Quand j'étais plus jeune, vers 2 ou 3 ans, cette ferme était encore debout. Mais à l'époque de cette histoire, il ne restait plus que les fondations et une vieille cheminée. C'était à la tombée du jour. Tout baignait dans des teintes de gris, et les ombres allongeaient le paysage. C'est alors que j'ai entendu un bruit de grandes ailes et vu un immense oiseau se poser au sommet d'un arbre mort. Sa silhouette se dessinait dans la pénombre, et j'ai pensé qu'il s'agissait d'un hibou ou quelque chose du genre. Aujourd'hui, avec du recul, je trouve ces oiseaux magnifiques, majestueux même. Je sais aussi que c'est probablement illégal et stupide de vouloir les chasser. Mais à cet âge-là, j'étais juste un gamin fasciné par la nature, mais totalement ignorant des règles de la chasse. Sans trop réfléchir, j'ai tiré. J'ai vu le grand oiseau tomber, son corps se détachant de l'arbre, et j'ai entendu un cri déchirant lorsqu'il s'écrasa au sol. Ce cri était horrible, et une vague de culpabilité m'a immédiatement envahi. Mais ce n'était rien comparé à ce qui a suivi. À peine une seconde plus tard, les bois tout entiers se sont animés. Un hurlement terrifiant, des cris stridents et des bruits de coups se sont élevés de toutes les directions. C'était comme si une centaine de sorcières hurlaient et se moquaient de moi en chœur. Ces sons provenaient des arbres tout autour de moi, chaque ombre semblant prendre vie avec ce vacarme assourdissant. Terrifié, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru aussi vite que possible vers ma maison, qui se trouvait à environ 400 mètres de là. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Ce n'est que récemment que ce souvenir m'est revenu, et j'ai tenté de comprendre ce que j'avais entendu cette nuit-là. J'ai écouté tous les enregistrements de cris de détresse de hibou pour ma région, mais rien ne correspond à ces sons effrayants. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Depuis ce jour, ma vision de la nature a radicalement changé. Je suis devenu un passionné de plein air, et j'ai le plus grand respect pour la nature et les créatures qui y vivent. Je ne chasserai jamais rien à moins que ce ne soit pour nourrir ma famille. Mais cette nuit-là, que j'avais presque oubliée, reste l'une des expériences les plus étranges et inquiétantes que j'ai vécues dans les bois. Aujourd'hui, j'habite dans un appartement, et c'est une toute autre histoire. Presque toutes les nuits, je vis des choses paranormales. Je compte les jours jusqu'à ce que je puisse déménager. Quand j'étais plus jeune, ma famille possédait un campement isolé dans les environs reculés de Powers, dans le Michigan. C'était une cabane en rondin construite à la main, sans plomberie ni électricité. Elle servait principalement pour la chasse, mais mon père avait décidé qu'on y passerait nos vacances de printemps cette année-là. Les premières nuits se sont déroulées sans incident. La cabane avait une mezzanine avec 4 ou 5 lits dispersés. Ma sœur et mon père ronflaient bruyamment, ce qui m'empêchait de dormir. Pour passer le temps, j'étais sur mon iPod Nano en train de jouer à des jeux. Juste au moment où je commençais à me sentir fatigué, j'ai entendu un bourdonnement fort au-dessus de moi.
Ce bruit était si intense qu'il faisait vibrer les murs. Je me suis redressé et regardé par le puits de lumière, m'attendant à voir passer un avion ou un autre type d'appareil. Mais ce que j'ai vu était tout autre. Le ciel était rempli d'un étrange assortiment de couleurs, comme un arc-en-ciel éclatant, un peu comme le flash multicolore que l'on voit lorsqu'un transformateur explose. Ces couleurs ne faisaient pas que briller, elles semblaient recouvrir entièrement la vitre, comme si elles se rapprochaient rapidement de la cabane. La panique m'a saisi. J'ai attrapé un oreiller et l'ai lancé sur mon père pour le réveiller. Mais dès que j'ai fait cela, tout a disparu. Plus de bourdonnement, plus de lumière, juste le silence total du milieu de nulle part. Pour rappel, nous étions au milieu de la forêt, loin de tout. La cabane n'avait ni électricité ni eau courante. Rien dans cet environnement ne pouvait expliquer ce que j'avais vu et entendu. Encore aujourd'hui, je ne peux pas donner de sens à cette expérience. C'est un souvenir qui reste gravé en moi, et je n'arrive toujours pas à trouver d'explication rationnelle à ce qui s'est passé cette nuit-là. Deux événements étranges dans la même nuit, tous deux impliquant le même ami et mon besoin pressant d'aller aux toilettes. Vers 22 heures, j'ai ressenti une envie pressante. Les toilettes étaient situées à environ 400 mètres de notre campement, donc je me suis levé et ai pris le chemin qui y menait. La nuit était noire, sans lune, et tout autour de moi était plongé dans l'obscurité. Alors que je marchais, j'ai vu l'un de mes amis surgir d'un sentier menant à un emplacement inutilisé pour rejoindre le chemin principal. Ce sentier était situé à une 50aine de mètres de celui que nous utilisions pour aller et venir de notre site. Cet ami a une démarche très particulière, facile à reconnaître, alors j'étais sûr que c'était lui. Il se tenait toujours à environ une dizaine de mètres devant moi et, à plusieurs reprises, il s'est retourné pour demander « Pourquoi tu me suis ?» À chaque fois, je répondais « Je t'ai littéralement dit que j'allais aux toilettes. » « Mais pourquoi tu viens d'un autre chemin ?» Il a alors accéléré le pas, et je l'ai perdu de vue dans l'obscurité. Je suis arrivé aux toilettes sans jamais le revoir. Une fois terminé, je suis retourné au camp et ai commencé à demander pourquoi il me faisait une blague aussi bizarre. Mais à ma grande surprise, il était déjà là, tranquillement assis près du feu. Lui et les autres ont tous nié qu'il avait quitté le site. Je me suis dit qu'ils essayaient simplement de me faire peur. Pas de quoi s'inquiéter. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé, cette fois avec une envie de pisser. Pas besoin de marcher jusqu'aux toilettes, j'ai juste décidé d'aller dans les bois proches du camp. Après avoir fini, je revenais vers les tentes quand j'ai entendu distinctement le bruit d'une fermeture éclair. Je pouvais à peine discerner la silhouette de mon ami, mais c'était lui qui ouvrait sa tente. Il a refermé la fermeture éclair derrière lui et a marché un peu plus loin. Je l'ai vu tenter d'allumer une cigarette. Les éclats de son briquet éclairaient brièvement son visage. Finalement, il a réussi à allumer sa cigarette, a pris une bouffée, et m'a demandé « Tu m'entends ?» Je lui ai répondu « Oui, je t'entends, qu'est-ce qu'il y a ?» Il a répété, beaucoup plus fort cette fois « Tu m'entends ?» Agacé, je lui ai répondu « Oui, je t'entends, mais tu vas réveiller tout le monde si tu continues à crier comme ça. » Il a simplement secoué la tête, a pris une dernière bouffée de sa cigarette, puis s'est tourné et a marché en direction des voitures, garées à une 30aine de mètres. Je l'ai suivi, pensant qu'il essayait encore de jouer un tour. Mais en contournant l'une des voitures, il avait complètement disparu. Furieux, je suis retourné à sa tente pour l'engueuler. Mais à mon arrivée, j'ai vu que sa tente était toujours fermée. En tendant l'oreille, j'ai pu entendre son ronflement léger à l'intérieur. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu exactement cette nuit-là. La silhouette avait l'air, marchait et parlait exactement comme mon ami. J'étais légèrement alcoolisé, mais pas au point d'halluciner. Pourtant, il nie catégoriquement avoir quitté sa tente ou marché dans les bois avant moi. Je ne sais toujours pas quoi penser de cette expérience, mais elle me laisse un sentiment d'incompréhension et de malaise chaque fois que j'y repense. Il y a environ un mois, je suis parti camper avec 2 amis. Nous sommes allés dans mon endroit préféré, au sommet d'une petite crête.
Dans ma région, camper n'est légal qu'avec des permis et sur des sites désignés, mais je vais souvent camper hors des sentiers battus de manière illégale. Je fais de mon mieux pour ne laisser aucune trace, donc ne soyez pas trop fâchés contre moi. La journée s'est déroulée normalement. Nous avons profité d'une belle vue et des premières couleurs d'automne. Une fois la nuit tombée, nous nous sommes installés. J'avais choisi de dormir sous un grand surplomb rocheux, et l'un de mes amis avait monté sa tente juste devant moi. Notre autre pote s'était installé un peu en retrait, faute de place. Après environ 1 heure à essayer de dormir, le vent a commencé à se lever. Comme nous étions au sommet d'une crête, le bruit des feuilles qui bruissaient devenait parfois assez fort. Tout ce temps, je regardais fixement un point derrière le côté droit de la tente de mon ami, simplement parce que c'était dans mon champ de vision direct. Puis, soudain, une rafale de vent un peu plus forte a soufflé. J'ai détourné les yeux pendant une fraction de seconde. Quand j'ai regardé de nouveau, j'ai vu une grande silhouette grise faire un pas sur le côté, vers la droite. J'ai distinctement entendu le bruit de ce pas, mais après cela, aucun autre son. Même avec le feu encore allumé, il était trop loin pour que je distingue clairement ce que c'était. Tout ce que je me rappelle, c'est que la silhouette semblait humanoïde. La couleur me faisait penser au sweat à capuche gris de mon pote, celui dans la tente. Je me suis donc dit que c'était peut-être lui qui sortait pour aller aux toilettes. Un peu paniqué, j'ai appelé son nom. Mais sa voix m'a répondu, venant de l'intérieur de la tente. Il est sorti, et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Nous étions tous les deux pétrifiés, et il nous a fallu des heures avant que je ne réussisse enfin à m'endormir. J'ai fini par me dire que c'était peut-être mon imagination ou un randonneur nocturne. Après tout, il y avait une maison pas très loin de notre campement, et j'avais entendu des voix à un moment donné dans la nuit. Dans le Wisconsin, il y a beaucoup de terres amérindiennes. Un campement en particulier s'appelle l'IMR, pour Indian Mound Reservation. Quand j'étais dans les scouts, j'y ai vécu une expérience très désagréable. C'était l'automne. La nuit était fraîche, et tout était silencieux autour de notre campement. Je dormais dans ma tente lorsque je me suis réveillé en entendant des pas. Ils tournaient autour de ma tente. On pouvait clairement discerner un rythme de 2 pas, comme une marche humaine. Mais il y avait un détail étrange, les pas semblaient traîner dans les feuilles. Ces dernières étaient légèrement humides, produisant un bruissement sourd, loin du craquement sec habituel des feuilles d'automne. La personne ou la chose marchait lentement, comme si elle prenait son temps. Elle faisait le tour de ma tente, puis s'arrêtait devant l'entrée, restant immobile un moment, avant de repartir dans l'autre sens. Cela se répétait encore et encore. Ce n'était pas comme dans un film d'horreur où quelque chose aurait commencé à secouer violemment la tente ou frapper les côtés. Mais c'était suffisant pour me glacer le sang. Je restais parfaitement immobile, suivant le bruit uniquement en tournant la tête, incapable de faire autre chose. Si quelqu'un a déjà vécu une expérience paranormale, il comprendra ce que je veux dire par cette sensation distincte. Ce n'était pas une simple présence humaine, comme celle d'un campeur perdu. C'était différent. Une lourdeur dans l'air, une énergie oppressante que je ne saurais expliquer. Le camp où nous étions possède plusieurs tertres funéraires, des monticules qui ressemblent à de petites buttes comme celles qu'on trouve sur les stands de tir. Ces lieux étaient autrefois sacrés pour les peuples autochtones qui les utilisaient comme sépultures. La nuit suivante, tout était calme. Mais je n'ai pas fermé l'œil ou presque. Je dormais d'un sommeil léger, chaque bruissement me ramenant à cet étrange sentiment. Je n'ai jamais oublié cette nuit. Ce n'était pas effrayant dans le sens classique du terme, mais profondément troublant. Et chaque fois que je repense à cette expérience, je me demande si ce que j'ai ressenti était lié à ces anciens lieux sacrés. J'avais décidé de partir en randonnée en solitaire dans une région reculée de Mogollon Rim, en Arizona. Ce n'était pas l'Arizona désertique auquel la plupart des gens pensent, mais une région d'altitude élevée, très humide, située à environ 2300 mètres. Le paysage ressemblait plus aux zones humides du nord-ouest Pacifique, avec une végétation dense, des fougères et des arbres imposants. C'était un endroit extrêmement isolé. Si isolé,
en fait, que je n'ai croisé personne pendant tout le voyage. J'ai repéré des signes d'anciennes plantations illégales de cannabis, datant de plusieurs années, mais heureusement rien de récent. Je savais qu'il fallait être prudent dans ce genre de région, tomber sur une ferme active pourrait être dangereux. La première nuit, j'ai installé mon campement sur une sorte de terrasse naturelle, une plateforme presque plate au-dessus d'un ruisseau. Ce petit espace, à peine de la taille d'un grand salon, avait une falaise escarpée couverte de broussailles derrière moi, rendant toute approche silencieuse impossible, et une chute abrupte vers le ruisseau en contrebas devant moi. La nuit était calme, incroyablement calme. Le genre de silence où vous pouvez littéralement entendre une souris fouiller dans les buissons. Pas de chant d'oiseaux, pas de grenouilles, pas de grillons. Juste le léger murmure de l'eau qui s'écoulait dans le ruisseau. De plus, le ciel était couvert et il n'y avait pas de lune. Il faisait une obscurité totale. Le terrain environnant était envahi par des ronces, des fraisiers sauvages et des fougères. Les arbres au-dessus formaient une canopée si dense qu'il était difficile d'envoyer un signal avec mon communicateur satellite pour prévenir ma famille que tout allait bien, comme je le fais habituellement lors de mes randonnées en solo. La seule façon d'accéder à cette terrasse était un sentier escarpé, emprunté par des animaux, qui serpentaient à travers une végétation épaisse. Impossible de monter ou descendre sans faire un vacarme en faisant rouler des pierres et craquer des branches. C'était le genre de silence qui vous fait entendre les battements de votre propre cœur. Une atmosphère si pesante qu'elle en devenait presque oppressante. En pleine nuit, une lumière blanche éblouissante a soudain illuminé ma tente. J'ai immédiatement pensé que j'avais un visiteur humain, peut-être avec de mauvaises intentions. Pris de panique, je me suis précipité hors de ma tente. Mais à peine avais-je ouvert la fermeture et clair que la lumière s'était déjà éteinte. Dehors, tout était aussi silencieux qu'avant. Pas un bruit. J'ai allumé ma lampe de poche, une très bonne lampe, et j'ai balayé les environs. Rien. Pas d'humain, pas de mouvement, rien. Puis, à travers les arbres, j'ai vu une faible lueur blanche, vacillante. Ce n'était pas une lampe de poche. C'était plus diffus, comme un éclat ou une sorte de halo lumineux. Sur une nuit éclairée par la lune, j'aurais peut-être cru que c'était un simple rayon de lumière passant à travers les feuilles. Mais cette nuit-là, avec cette obscurité totale, c'était bien plus frappant. La lueur a disparu au bout d'une minute. Il n'y avait aucun bruit. Rien. Si c'était une créature ou une personne, j'aurais entendu des pas ou des craquements de branches. Mais il n'y avait rien de tout cela. Je me suis dit que ce n'était ni un meurtrier armé, ni un cultivateur de cannabis, ni des extraterrestres. J'en étais presque soulagé, mais l'atmosphère restait profondément dérangeante. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, les yeux rivés sur la forêt environnante. Aucun bruit n'est venu troubler la nuit. Le silence était toujours aussi absolu. Le matin, en inspectant les alentours, je n'ai trouvé aucune empreinte ni aucun signe que quelqu'un ou quelque chose était passé par là. Même les oiseaux du matin, habituellement si bruyants au lever du soleil, ne chantaient pas. Pas un seul bruit d'insecte non plus. Ce silence anormal, cette lumière inexplicable, tout cela m'a convaincu de ne jamais camper sur cette terrasse sinistre à nouveau. J'avais environ 10 ans lorsque cette rencontre s'est produite. J'avais complètement oublié cet épisode jusqu'à récemment, lorsqu'un rêve a ravivé ma mémoire. Nous campions en famille dans les montagnes près de Sweet Home. Comme tous les enfants en camping, je faisais ce que je savais faire de mieux, explorer les environs, principalement en suivant la rivière proche de notre campement. Je me suis retrouvé dans une section où la rivière formait un ravin, séparant deux rives aux pentes raides. Tandis que j'observais l'autre côté de la rivière, j'ai remarqué deux petites créatures pâles et décharnées, semblables à des personnes, qui grimpaient la pente abrupte de l'autre rive à quatre pattes. Je me souviens avoir ressenti une étrange dualité, une envie de sauter de l'autre côté pour m'approcher et mieux les voir, mais en même temps, une profonde inquiétude. C'était une scène très surréaliste, et même aujourd'hui, ce souvenir reste flou. Je ne me souviens pas de détails précis sur leurs vêtements, mais il me semble qu'ils ne portaient rien, ou peut-être des pagnes. Je ne les ai pas vus de face, car ils grimpaient, dos tourné vers moi.
Ils n'avaient ni cheveux, ni poils, et leur apparence me rappelle les créatures du film La Descente. C'est un souvenir étrange qui me hante encore, avec cette impression de quelque chose de presque irréel. Forêt nationale d'Ocala, en Floride. Je pense que nous sommes tombés soit sur un camp de braconniers, soit sur une opération liée à la drogue, et qu'ils avaient mis en place des signes pour faire peur aux intrus. Mon ami et moi étions en train de chasser et avions décidé de rester dehors après minuit pour traquer des sangliers. À un moment, nous nous sommes rendus compte que nous étions beaucoup plus profondément dans les bois que prévu et avons décidé de rentrer. Nous étions probablement à 3 ou 4 miles de la route principale. Il faisait nuit noire, mais nous étions lourdement armés, des AR-15, des armes de poing et des couteaux de chasse à lame fixe attachés à nos ceintures. Autant dire que nous n'avions peur de rien. De plus, la lune était suffisamment brillante pour éclairer notre chemin, même sous les arbres. Nous avions des lampes montées sur nos fusils, et j'avais aussi une puissante lampe de poche à la main, capable de passer en mode stroboscopique ou même de servir de matraque. Bref, nous n'étions pas du genre paranoïaque ou facilement impressionnable. En chemin, nous avons commencé à entendre quelque chose courir à toute vitesse dans les bois sur notre droite. Cela semblait vouloir traverser le sentier devant nous. La plupart des sentiers dans cette forêt sont d'anciennes routes de bûcherons, larges et formant des cadrans carrés. Mais celui-ci était plus étroit, envahi par la végétation. Nous avons pensé que c'était un cerf ou peut-être un ours noir. Dans tous les cas, nous ne pouvions pas tirer de nuit. Au lieu d'utiliser les lampes montées sur nos fusils, j'ai allumé ma lampe de poche pour voir ce que c'était. Nous avons attendu que la chose approche du sentier. Quand j'ai allumé ma lumière, tout ce que nous avons vu, c'était une paire de jambes blanches qui traversait le chemin à environ 15 mètres devant nous. Elle semblait humaine. Nous étions perplexes. Quel idiot se promènerait dans les bois à 1h du matin, en short, à travers les buissons épais plutôt que sur le sentier? C'était vraiment étrange. Mais comme nous étions armés jusqu'aux dents et que faire demi-tour nous aurait pris au moins 30 minutes supplémentaires, nous avons décidé de continuer. Tout au long du chemin, nous avons entendu des bruits dans les bois, des craquements, des branches cassées, mais jamais rien qui s'approchait trop de nous. Finalement, nous avons atteint ma voiture. J'étais soulagé de la trouver intacte, sans effraction ni autre problème. Nous avons gardé les fusils chargés, placé nos armes de poing entre les sièges avant et avons pris place dans la voiture. Alors que nous roulions pour quitter la forêt, le toit ouvrant était ouvert, et les étoiles étaient magnifiques. C'est facile d'oublier à quel point le ciel nocturne peut être époustouflant au milieu de la forêt d'Ocala. Environ 1 kilomètre plus loin, mes phares ont éclairé un homme en chemise à carreaux et en short, qui marchait tranquillement sur la route. Nous étions à des kilomètres de la première route goudronnée, et après cela, il fallait encore parcourir 8 à 15 kilomètres pour atteindre une ville. De plus, cette partie nord de la forêt ne comporte aucun vieux chalet ou habitation. L'homme n'avait ni sac à dos, ni lampe, ni quoi que ce soit. Était-ce ce que nous avions vu traverser le chemin plus tôt? Mais qu'est-ce qu'il faisait là, à marcher au milieu de nulle part, à 1h30 ou 2h du matin, sans aucun équipement? Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'il ne nous a même pas regardés lorsque nous sommes passés près de lui. Finalement, nous avons atteint la route goudronnée. Nous avons déchargé les fusils et les avons mis dans le coffre avant de rentrer chez nous. C'était un voyage vraiment excitant, et j'ai hâte d'y retourner. Mais une chose est sûre, je serai toujours armé dans la forêt nationale d'Ocala. Il se passe des choses sérieusement étranges dans cet endroit. Mes amis et moi avions l'habitude de camper régulièrement dans la forêt nationale d'El Dorado. Nous avions un coin favori près de Sopiago Springs, où nous allions souvent passer le week-end. Un jour, nous avons décidé de passer 3 jours en mode cueillette et survie. Nous avions pris quelques rations MRE, des armes et juste de quoi monter un abri rudimentaire. Rien de plus. La première nuit s'est bien passée. Nous avons cuisiné des écrevisses et un écureuil qu'un de mes amis avait chassé, bu quelques bières et dormi sans encombre. Le lendemain, je me suis senti mal à l'aise. J'avais déjà eu des expériences étranges dans cette partie de la forêt, et cette journée ressemblait à ces moments troublants.
Tout était anormalement silencieux, et j'avais cette impression d'être observé. Ayant grandi dans les bois, je sais reconnaître les signes d'un prédateur dans les environs, mais cette sensation était différente. Elle n'avait rien à voir avec un ours ou un puma. Quand la nuit est tombée, mes amis sont partis à environ 200 mètres en amont du ruisseau, me laissant seul au camp. Cette sensation oppressante s'est intensifiée. Pour me rassurer, j'ai alimenté le feu pour qu'il soit plus grand et lumineux, et j'ai pris mon fusil, juste au cas où. C'est alors que j'ai commencé à entendre des voix. Elles étaient faibles, indistinctes, et semblaient provenir de la forêt, dans la direction opposée à celle où mes amis étaient partis. Ces sons me glaçaient le sang. Mes amis avaient emporté les 2 seules lampes de poche, et le feu était ma seule source de lumière. Alors que je scrutais l'obscurité, j'ai aperçu quelque chose bouger à une 50aine de mètres, entre les arbres. Instinctivement, j'ai levé mon fusil et regardé à travers la lunette. À la lumière vacillante du feu, j'ai distingué une silhouette. Cela ressemblait vaguement à un humain, mais la chose était à 4 pattes, avec des bras beaucoup trop longs. Sa posture évoquait celle d'un singe, mais plus basse, plus étrange. Je ne l'ai aperçue qu'une seconde avant qu'elle ne s'éloigne rapidement, s'enfonçant plus profondément dans les bois. Après cela, des bruits légers ont commencé à se faire entendre tout autour du camp, des feuilles qui bougeaient, des brindilles qui se brisaient. Toujours dans la direction opposée à celle où mes amis étaient partis. J'avais l'impression d'être traqué. Je suis resté près du feu, le fusil à portée, les nerfs à vif, mais je n'ai plus revu la créature. Mes amis sont finalement revenus une dizaine de minutes plus tard. Ils m'ont trouvé assis près du feu, en train de surveiller nerveusement la lisière des arbres à travers la lunette du fusil. Quand je leur ai raconté ce qui s'était passé, ils se sont tus. Puis ils m'ont avoué qu'ils avaient commencé à entendre les mêmes bruits étranges là où ils étaient, ce qui les avait poussés à revenir rapidement au camp. Cette nuit-là, nous avons alimenté un grand feu et fait des tours de garde. Personne n'a dormi. Au matin, nous avons plié le campement aussi vite que possible et quitté les lieux. Aucun de nous n'a voulu rester une minute de plus, et nous n'avons jamais remis les pieds dans cet endroit depuis. Lors d'un voyage de randonnée dans la forêt nationale de Manistee avec mon troupeau de scouts, nous nous étions aventurés à plusieurs kilomètres au cœur des bois. La nuit tombée, chacun s'était installé dans sa tente, bien au chaud, prêt à passer une nuit tranquille. Mais le calme a vite été brisé par des bruits qui m'ont glacé le sang. Ces bruits étaient indescriptibles, des hurlements, des cris perçants, et des appels étranges résonnaient depuis les profondeurs sombres de la forêt. C'était un mélange de sons presque inhumains qui semblaient venir de tous les côtés. Cela a duré ce qui m'a paru être des heures, seulement interrompu de temps à autre par ce qui ressemblait à un coup violent, comme si un bâton de baseball frappait un arbre avec une force démesurée. Le lendemain matin, tout le monde était silencieux. Personne ne mentionnait les événements de la nuit précédente, sauf notre assistant chef scout. Je me souviens distinctement de ses paroles. Il a dit quelque chose comme « Ces coyotes avaient des cris vraiment aigus cette nuit ». Nous avons continué notre chemin sur le sentier ce jour-là, et un peu plus tard, nous avons croisé un randonneur solitaire qui venait dans la direction opposée. Il s'est arrêté et a posé une question à notre chef scout. Visiblement agacé, il voulait savoir si c'était nous qui avions causé tout ce vacarme pendant la nuit. Il disait avoir été tenu éveillé par des bruits incessants et avait même crié à eux d'arrêter, mais sans succès. Notre chef scout lui a expliqué que nous n'y étions pour rien, et nous avons poursuivi notre chemin. Des années plus tard, je suis tombé par hasard sur une vidéo YouTube enregistrée dans cette même forêt. Elle contenait des bruits étranges, presque identiques à ceux que j'avais entendus cette nuit-là. Cette découverte a ravivé le souvenir de cet événement, ainsi que les petites coïncidences étranges qui l'entourent. Depuis, cela m'a rendu à la fois curieux et prudent face à ce qui pourrait se cacher dans les recoins de nos forêts, juste là, dans nos arrière-cours, des choses dont nous n'avons même pas conscience. J'ai vécu pas mal de choses étranges en pleine nature, mais je vais vous raconter l'expérience la plus récente. L'été dernier, je campais avec ma copine et sa famille. Ses parents venaient tout juste d'acheter une caravane l'année précédente, donc elle était encore neuve et confortable. Je dormais sur la couchette du bas,
tandis que sa petite sœur dormait sur celle du haut. Ma copine et moi étions les seuls encore éveillés. La fenêtre de ma couchette était légèrement entr'ouverte. J'étais sur mon téléphone, prêt à aller me coucher, quand j'ai entendu des bruits de gravier autour de la caravane. C'étaient des pas distincts, sans aucun doute. Et ce n'était clairement pas ceux d'un animal, on pouvait entendre que c'était une marche bipède. Quelqu'un se déplaçait. Les bruits se rapprochaient, devenant de plus en plus clairs, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent juste à côté de moi. La fenêtre de ma couchette était ouverte, mais elle était teintée assez sombrement, donc je ne pouvais rien voir à l'extérieur. J'ai immédiatement éteint mon téléphone, craignant que la lumière ne m'ait trahi et que cette personne me regardait. Je suis resté parfaitement immobile, le cœur battant, jusqu'à ce que j'entende finalement les pas s'éloigner. J'ai rapidement envoyé un message à ma copine pour lui raconter ce qui venait de se passer. Elle m'a répondu qu'elle aussi avait entendu les pas. Puis, alors que nous étions en train d'échanger des messages, nous avons tous les deux entendu un bruit de fermeture éclair et des bruissements provenant des 2 tentes situées à une dizaine de mètres de la caravane. Ma copine a réveillé ses parents pour les avertir. Ils ont attendu quelques minutes, puis sont sortis avec une lampe de poche pour vérifier s'il y avait un danger. Mais il n'y avait rien, absolument rien, autour de la caravane ou des tentes. Le lendemain matin, nous avons constaté que les tentes étaient ouvertes. Les voisins, des personnes âgées qui campaient dans une autre caravane proche, nous ont raconté qu'eux aussi avaient entendu quelque chose durant la nuit. Nous n'avons plus jamais rien entendu de semblable, mais la famille de ma copine n'a pas voulu retourner dans cette région depuis. Cette histoire s'est déroulée durant l'été 2019, dans les montagnes Adirondacks de l'État de New York, près de la ville de Warrensburg. Il y a quelques années, mes amis et moi avons décidé d'aller visiter le zoo abandonné de Los Angeles. Nous étions 7, tous motivés par l'idée de nous faire foutre la trouille. La randonnée pour atteindre le site dure environ 2 heures en longeant le flanc d'un canyon. Durant la première moitié du chemin, rien de vraiment anormal ne s'est produit. Nous avons croisé quelques petits animaux nocturnes, comme des rongeurs et peut-être une chouette, mais rien de bien effrayant. L'ambiance restait calme et presque banale. C'est en atteignant les 3/4 du trajet que les choses ont commencé à devenir étranges. Le sentier s'était rétréci au point où nous devions avancer en file indienne, nos dos contre la paroi rocheuse pour nous faufiler à travers un passage étroit. C'est à ce moment-là que nos lampes de poche ont commencé à clignoter. Nous n'avons pas pris ça très au sérieux, pensant que les piles étaient simplement en train de s'épuiser. Pas grave, on s'est dit, on a encore les lampes de nos téléphones. Puis, soudainement, le gars en tête du groupe s'est arrêté net. Il est resté figé, comme hypnotisé. J'étais le 4e de la file, et ce que j'ai vu quelques secondes après m'a complètement glacé. Un homme, habillé tout en blanc, avec des cheveux blancs et un haut de forme blanc, avançait tranquillement sur le sentier, comme si de rien n'était. Il avait un air de cow-boy de l'ancien Far West, mais recouvert de poudre ou de cendre. Ce qui rendait la scène encore plus étrange, c'était la manière dont il avançait dans ce passage extrêmement étroit. Alors que nous étions obligés de nous tourner de côté pour avancer, lui marchait droit, d'un pas assuré, comme si le sentier n'avait aucune contrainte pour lui. Il tenait son visage partiellement couvert, mais sa démarche était confiante, presque arrogante. Il nous a dépassés sans même nous accorder un regard, et s'éloignait comme s'il n'avait rien remarqué de notre présence. À cet instant, toute notre bravoure s'est évaporée. L'un après l'autre, nous avons ressenti une terreur profonde. J'étais prêt à pleurer tellement c'était irréel. Fini les mecs courageux prêts à se faire peur pour le fun. Nous avons immédiatement décidé de rebrousser chemin. Nous croyons fermement que si vous vous mêlez à des forces obscures, même lorsque vous pensez avoir terminé, elles ne vous laissent jamais vraiment partir. De retour à la voiture, une autre scène étrange nous attendait. Des petites orbes lumineuses tournaient autour de la voiture, se déplaçant rapidement. Lorsque nous les avons pointées du doigt, elles ont tout simplement disparu. Depuis, je ne suis jamais retourné là-bas, et je ne pense pas que je le ferai un jour. C'est l'histoire de mon père, qui remonte aux années 60. À l'époque,
Il était scout et partait souvent camper avec sa troupe dans les montagnes des Appalaches. Une nuit, après s'être endormi dans sa tente, il s'est réveillé brusquement pour se retrouver debout, seul, à quelques mètres seulement d'un précipice vertigineux. Il faisait encore nuit, et il n'avait ni lampe de poche, ni équipement, pas même des chaussures. Perdu et désorienté, il a dû retrouver son chemin jusqu'au campement en s'aidant uniquement de la lumière de la lune. Le silence était total, et chaque pas dans l'obscurité semblait amplifié par le vide menaçant tout près. Quand il est finalement arrivé au camp, il a réalisé que personne ne s'était aperçu de son absence. La nuit avait été calme pour les autres, mais pour lui, cela avait été une expérience profondément marquante. Il dit souvent que s'il ne s'était pas réveillé à ce moment précis, il aurait probablement continué à marcher dans son sommeil, droit vers le bord du précipice. Et personne n'aurait jamais compris ce qui lui était arrivé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.